Abonnez-vous massivement sur KKJ TV. Cliquez sur s'abonner, likez, partagez en ces liens. Aimez la vidéo. Abonnez-vous. Sur KKJ TV, il y a de très beaux programmes. Sur KKJ TV, on va apprendre comment faire la cuisine. On va apprendre les langues. On va apprendre tant de choses. Nous connaîtrons les mondes ensemble. Abonnez-vous. À présenter, mais chaque jour, il y a le multitude de téléspectateurs qui nous suivent. Si peut-être vous pouvez retourner, vous représenter encore pour ceux qui ne vous ont jamais suivi, puissent vous connaître. Bon, on peut vous demander à mes anciens étudiants. J'en ai formé nombreux, 54 ans d'enseignement. Je suis Martial Masolo, André. Je suis congolais, né le 1er janvier 1946, date exceptionnelle. Je vis ici à l'unité depuis plusieurs années maintenant. Et je fais comme tous les autres, les études primaires à Segebanza et à Kimbese dans le Songolo. J'étais à Robanio comme étudiant à la faculté de psychologie et de sciences d'éducation, puis sous les drapeaux pendant 4 ans. À l'époque où Boba Mobutu avait enrôlé tous les étudiants qui étaient dans les 2 campus, l'université de Bagnon et l'université de Lubumbashi. J'ai fini les études universitaires à Kisangani en 1974. Puis une année après, je suis allé en Suisse pour écrire un doctorat. J'ai travaillé en étudiant en même temps comme assistant à l'Université de Genève jusqu'en 1981. J'avais décidé de rentrer dans mon pays, le Congo, pour le servir. Je suis ici comme professeur, maintenant je suis professeur émérite depuis 4 ans. J'ai occupé plusieurs autres charges au ministère, directeur de cabinet, conseiller principal du chef de l'État Kabila. Je suis resté à l'église Condiac, l'église protestante. J'enseigne à l'IPEN et à l'université protestante du Congo. Voilà, je suis père de 6 enfants, 4 garçons, 1, 2, 3, 4 et 2 filles, 5 et 6. Ils sont tous partis, ils ont terminé les études universitaires. Il y a une qui est la dernière qui est à Houston, aux États-Unis, Texas. Puis l'aîné, un banquier, il est à Bruxelles. Et le 4e, non le 3e est à Paris. C'est le 2e qui est avec moi ici, Maître Nzao. Nzao travaille ici, il est marié, il a aussi des enfants, 4. Le garçon, Patrick, il n'est pas ici, il est à Kimpese. Il a choisi même profession, mais lui, il ne lève pas les hommes, il lève les animaux et les plantes. Il plante les oignons, les bonbons et d'autres à Kimpese. Je suis fier de lui et de tous les autres enfants. Merci, professeur, pour cette présentation. Professeur, entrons directement dans le bain. Oui. Ici, nous allons d'abord, en tant que scientifique et professeur des universités. Professeur, cette décision prise par le ministre d'ITT, c'est-à-dire de l'ESU, enseignement supérieur universitaire, récemment, mais prononcée par le président de la République, interdisant la vente des syllabus en tant que professeur. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette décision? C'est une très bonne décision. Comme toutes les décisions doivent être préparées avant d'être annoncées publiquement. L'annonce qu'elle a faite est proportionnelle à l'évolution du
suis rentré ici en 1982. J'avais préparé des syllabus. Tous mes cours, il y a un syllabus. Ce n'était pas dans le sens de me faire de l'argent, mais j'avais pitié des étudiants qui avaient des livres de bibliothèque via une vraie bibliothèque et d'autres possibilités d'entrer en contact avec le savant du monde. Alors moi, j'ai pris le temps de relire pour eux et de préparer un corpus. J'avais un corpus en psychopathologie qui existait longtemps. J'ai un corpus en psychologie générale. J'ai un corpus en psychophysiologie. J'ai un corpus en observation et entretien psychologique. Et j'ai écrit des livres pour la faculté de théologie, le dialogue pastoral, le guide chercheur en sciences humaines. Ça, ce n'est pas pour faire de l'argent. À l'époque, j'avais un peu plus d'argent que maintenant. J'ai donné ce syllabus aux étudiants. Je voulais qu'ils aient quand même quelque chose, pas le support, mais un document qu'ils peuvent garder toute leur vie, les cours qu'ils ont eu avec le professeur Massiala. Et certains d'entre eux sont devenus des professeurs comme moi, c'était de mes assistants. Donc, ils ont pris tous mes cours. Ils enseignent ça aujourd'hui. Je pense qu'ils sont inspirés de mes écrits. Je suis fier de ça. Il y a même Toumbo Amena qui vient de terminer un livre sur un domaine. Il y a un qui est décédé, Kelly, qui a écrit un ouvrage sur la psychologie clinique, mais l'inspiration de ce que j'avais fait. Donc la décision elle est bonne, mais elle est difficile à appliquer. Parce que enseigner c'est bien, mais garder ce qu'on a appris, c'est une autre facette. Moi, je ne peux pas parler des mémoires et tout le temps des mémoires de Jean Piaget, mon maître. Je dois présenter les écrits de Jean Piaget. Lui a écrit des ouvrages. Il n'a pas écrit de syllabus. Les ouvrages, c'était des anciens syllabus qui ont été transformés en ouvrages. Et c'est normal. Le chef de l'État a annoncé, j'ai suivi ça à la télévision ici, la suspension des syllabus, mais l'ouverture d'une autre façon d'accéder au savoir. Mais c'est un procédé purement occidental, maîtrise beaucoup. Regardez le nombre d'étudiants qui ont un ordinateur. Il y a même le nombre de professeurs qui ont des ordinateurs. Qu'est-ce que c'est? Il y a le courant qui est un problème. Il y a la réparation de tout ce matériel qui est un problème. Il y a la permanence de faisceaux qui est un problème aujourd'hui. Je pense que la situation va s'améliorer. Or, enseigner, ce n'est pas commencer, arrêter, puis commencer. C'est une continuité. Alors, les étudiants vont être mis à l'épreuve, les professeurs également à l'épreuve. Tout le monde sera à l'épreuve. Mais déjà, on parle d'un enseignement qui baisse. Et c'est vrai, l'enseignement baisse drastiquement et dramatiquement. Je suis fier d'être professeur mérite, comme ça je n'ai plus le contact que j'avais les journaliers avec les étudiants pour ne pas vivre ce que je vois. Les étudiants de première licence, c'est là que j'enseigne, la deuxième licence, mais que de difficulté de parler dans la langue de Voltaire, qui était actée en République démocratique du Congo comme langue de l'enseignement. Donc c'est un problème. Et s'ils ne peuvent pas lire ce que les autres ont écrit, c'est aussi un problème. Donc j'arrive ça avec les deux mains, mais en même temps, je me pose des questions sur la possibilité de soutenir ce souhait-là. Mais je me suis même posé la question si le président de la République n'a pas d'enfants à l'IPEN, c'est là qu'il allait déclarer ça. Qui ont dit que les professeurs vendent des syllabus. Bon, il y en a qui continuent à vendre, pas à vendre des syllabus, mais à produire des syllabus. C'est en faveur des étudiants qui produisent ça, qui se plaignent peut-être de ce que ça coûte, mais
il n'y a pas une formation sans un coût. Donc, nous allons voir la faisabilité de ce qu'il a annoncé dans les jours qui viennent. Maintenant, l'année académique est assez complexe. Il y a plusieurs années dans la même année. À l'IPEN, la même chose. Donc, il faut normaliser d'abord tout ça et puis enlever le corpus de cours qui sont mis à disposition des étudiants, même de nous les enseignants. Moi, je me réfère aussi aux écrits des autres professeurs quand j'enseigne, parce que j'ai appris dans une université où le travail est collégial. Il y a même un cours qui est donné par 2-3 professeurs, le même, mais des heures différentes. Donc, ils préparent les cours ensemble et c'est très agréable. Oui, très agréable. Tous mes livres, j'ai toujours écrit avec quelqu'un d'autre. C'est tous les jeunes pour les stimuler à faire autant plus tard et à prendre le sérieux et la sérénité qu'il y a dans la production des œuvres d'esprit. Voilà. Oui, professeur, restons toujours dans le même chapitre. Il y a les professeurs qui se plaignent par rapport à la rémunération. Mais les syllabistes aident aussi peut-être d'autres professeurs qui ne sont pas encore salariés ou qui ne sont pas payés, mais à partir de la vente des syllabistes, ça faisait quand même survivre d'autres professeurs. À part ça, vous, professeurs congolais, vous n'êtes pas bien rémunérés par rapport à votre rang. Dans d'autres pays, même nos voisins ici en face, un professeur, c'est une personne de valeur. C'est pas un métier comme c'est un métier très noble. Vous n'êtes pas bien rémunéré. Il y a un gouvernement qui est mis en place. Le président est venu à l'UPEN en tant que professeur. Oui, la décision est accueillie, c'est le chef qui a annoncé la décision. On ne peut pas refuser la décision du chef, mais il faut aussi peut-être voir aussi d'autres angles par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et un conseil à donner aussi aux professeurs qui ne sont pas salariés aujourd'hui, qui vivaient peut-être par, à part peut-être des petites primes, mais qui vivaient aussi par ces petites, que je dirais, ces petites commerces, tout ça. Un mot par rapport à ça, professeur, avant d'échanger le... C'est ça qui est dramatique et qui est mauvais. Que la vente de syllabus c'était un petit commerce. Non, c'est une production des œuvres d'esprit. Le professeur il a mis du temps pour confectionner un syllabus. Si vous avez le temps de vérifier mes syllabus, vous verrez que ce n'était pas de chiffon. C'est un travail laborieux qui recense les écrits antérieurs aux miens. Qui donne une synthèse des idées. Ce que vous avez dit, c'est vrai. J'étais très opposé quand nous avons institué. J'étais au cabinet à l'époque, l'enseignement primaire secondaire, puis l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique. Quand on a institué l'éducation par partenariat, c'était de l'argent qui n'était pas rassemblé pour payer les professeurs, c'est de l'argent pour soutenir le système éducatif. Alors le syllabus, ce n'est pas pour enrichir les professeurs, mais plutôt une contribution, c'est vrai, c'est une contribution pour le transport des professeurs. Moi j'habite à Limité, et si je dois aller à l'IPEN tous les jours, vous voyez, maintenant on a des bus, c'est très bien. Mais si je devais utiliser ma voiture, combien de litres d'essence faut-il? Ouais, si je comptais tout ça, je n'irais pas à l'IPEN tous les jours. Mais c'est une vocation, c'est un travail vocation que nous avons. Et moi, personnellement, je considère l'enseignement comme une bonne vocation. Ça, c'est le talent que j'ai reçu de Dieu d'enseigner. C'est comme ça que j'ai tenu 54 ans d'enseignement. J'ai commencé à enseigner en Suisse. À Genève, je n'étais pas payé comme ici, je ne peux même pas comparer. Je ne peux pas comparer. Mais j'aime le travail. Et
tous les enseignants, tous les professeurs. Vous avez la passion. La passion. Les professeurs ont la passion, ils aiment ce travail. Mais le corps, il faut le nourrir. Le transport, il faut le payer. Vous voyez, les vêtements, il faut les nettoyer. Il y a plusieurs demandes par rapport à ce que nous avons. Nous sommes les mieux payés, je pense, de fonctionnaires de l'État pour le moment. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que mieux on est payé, plus il y a des besoins. Si c'était seulement pour soutenir mes enfants, moi j'aurais été exempt. Mes sœurs ont produit des enfants que leurs maris ne peuvent pas soutenir. Ils les ont envoyés ici, c'est moi qui dois les s'occuper. L'oncle, occupez-vous de vos neveux ou nièces. J'en ai reçu combien ici que j'ai mis à l'université. À l'université portuaire du Congo, le cours minerval des académiques est très élevé. J'essaie de soutenir ça. Mais ce n'est pas pour dire que revendre le syllabus. Non, je n'aurais pas réussi à vendre seulement le syllabus. Mais je suis fier de ce que l'État me paye. J'espère améliorer ça. Et fier d'être professeur. C'est tout d'être professeur. Parce que si j'étais vraiment fier de l'argent, j'aurais pu faire autre chose. Il m'a donné une intelligence assez pétillante. J'aurais pu mettre ça au service du commerce ou je ne sais pas quoi pour être matériellement plus nanti, plus à l'aise. Mais j'ai choisi un métier et je reste dans ce métier-là. Merci professeur, c'est bien suivi. Professeur Masiala Masolo, vous êtes doyen, ancien, chevronné dans ces métiers comme professeur. Mais vous avez quand même sillonné, ce que je pourrais dire, vous avez quand même passé dans d'autres fonctions, surtout gouvernementales. Aujourd'hui, le gouvernement est en danse déjà. Il y a plusieurs défis à relever. Et en tant que doyen, politiquement, quelle pourrait être la priorité pour ce gouvernement, à votre avis? Le gouvernement du Premier ministre Sam Lukonde. Oui. Là, vous Mais détaillez tous les gouvernements ont eu toutes les priorités. C'est la politique qui dicte la priorité d'un gouvernement. C'est le chef de l'État. C'est pour qu'est-ce qu'il veut pour le pays Congo. Alors le gouvernement, les ministres et tous les autres vont devoir adhérer à cette politique-là et la réaliser. Maintenant, j'ai l'impression que le chef d'État veut créer ou a déjà créé ce que vous appelez, comment ça va appeler ça? Le fait politique. L'union sacrée. Voilà, il veut créer l'union sacrée. Mais il ne crée pas, ça l'union sacrée, ça déjà existait. La conférence nationale souveraine, nous étions dans l'union sacrée de l'opposition. Mais nous sommes dans l'union sacrée de la nation. Oui. C'est bien, il a mis notre épithète, mais c'est toujours l'union sacrée. Vouloir mettre tout le monde ensemble. Mobutu avait mis tout le monde ensemble dans le mouvement populaire de la révolution des repères. C'est un peu ça aussi. On essaie un père, on grandissait un père, on mourait un père. Olingate, vous êtes sur l'impère. Baba moko, maman moko, mokonzibo moko, kolobo moko. Donc tout ça, il n'y a pas de création dans le monde. On découvre, on invente, on réoriente, on revient sur des choses déjà vécues. Je ne vais pas aller loin, mais je pense que le Premier ministre et son gouvernement, il a l'obligation de faire réussir ses faits politiques. Mais le problème aujourd'hui, c'est le fait social. Le pays est en panne. Ça, je dois dire, comme ancien, vous avez dit, c'est ça la question que les anciens, oui, le pays est en panne. Vraiment. En panne dans tous les deux sens. Il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir politique, qui semble être exalté,
qui semble être mise en place, qui couvre les deux autres pouvoirs, le pouvoir économique. Le pouvoir économique, on parle beaucoup, mais nous ne voyons pas très bien. Moi, j'ai de la peine à aller dans mon village à Lukula. Quand j'arrive à Manterne, la route termine. Et sur 140 km pour aller jusqu'à Tchela, la route elle est mauvaise. Vous êtes à Pacte pour aller dans mon village à Bilotolo, la route est très mauvaise. Par des efforts personnels et la bénédiction de Dieu lui-même, j'ai pu faire les 30 km qui éloignent mon village à la route autrefois asphaltée. Mais il faut des gens pour soutenir l'initiative. Quand il y a des trous, ils disent qu'il faut que Massiala vienne entretenir sa route. Mais ceux qui utilisent la route, ceux qui vendent des bananes, ils vendent des bupoukas, ils vendent toutes sortes de choses, des huiles de palme. Et moi, je suis à Kinshasa. Je vais de temps en temps. Maintenant, je vais aller là au mois de juin. Je vais rester tout le mois de juin, une bonne partie du mois de juillet. Mais c'est moi qui devais aller faire les cantonnage manuels là-bas. C'est le problème. Ça, c'est une réalité. Je parle de Lukula, mais je peux parler aussi de Kivu. Je peux parler aussi de Haut-Congo, Ituri. Je connais bien. Professeur, vous nous avez déjà précédé par rapport à un autre sujet que nous allons aborder avec vous. Donc ça, c'est le deuxième pouvoir, le pouvoir économique. Oui. Quand il est en bonne santé, alors le pouvoir social. L'école, maintenant vous êtes en conflit avec vous-même, l'école gratuite, mais il n'y a pas d'éducation gratuite dans le monde entier. J'étais dans les 5 continents, l'éducation a toujours un coût. Mais l'État doit s'organiser pour prendre l'argent des contribuables et payer l'école, payer la santé, payer les routes et le reste. Alors, si le pouvoir politique, qui est le numéro 1, n'est pas tout à fait en place, ça pose des problèmes, on ne verra pas l'économie monter. Et on ne verra pas le social être en phase. Donc, le social, c'est le thermomètre de la bonne santé, de l'économie et du politique. Vraiment. Ça, c'est l'économie. J'ai constaté ça dans tous les ministères où j'étais. Le principal ministère, c'est l'éducation. J'étais au cabinet du chef du Premier ministre, j'étais au cabinet du chef de l'État, occupant des charges assez importantes. Mais j'ai constaté ça. Et c'est la politique va cloquer trop pas, l'économie est en baisse et le social, on n'en parle pas. S'il faut prendre une autre option que celle que le chef de l'État a annoncée, j'aurais demandé au Premier ministre de réviser la norme qui conduit, qui dirige le pays et la faire appliquer. Maintenant, je vois la seule application, c'est le procès au tribunal. Les hommes et les femmes sont conduits à la prison qui est de sanctions extrêmes. Parce que la justice m'appelle pour mettre les gens en prison. Mais s'il faut passer par là, il faut passer par là pour discipliner le pays. Moi, je n'ai pas su passer par là, mais c'est une société hautement organisée à l'époque, hautement disciplinée, comme l'université. Aujourd'hui, je vois les militaires, quand je croise sur la voie, je n'ai pas confiance en eux. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. J'aurais été ma préoccupation, c'est de remettre la norme en place, la faire appliquer, aussi bien au niveau de l'école, au niveau du commerce, au niveau de la santé et tous les autres. Merci, ça sera suivi et ils vont écouter parce que c'est un professeur émérite qui a parlé. Professeur, nous chutons déjà avec notre entretien, mais professeur, êtes-vous optimiste que la décision prise par les chefs de l'État pour l'état de siège en nommant les généraux à la tête de ces deux provinces, Ituri et Nord Kivu, mettra fin à la guerre? Êtes-vous optimiste? Optimiste, ça c'est relatif. C'est un individu, chaque individu, c'est le niveau de sentiment. Mon sentiment est confiant que quand les militaires se mettent en action,
c'est possible de pacifier un espace, mais ce n'est pas pacifier un temps, c'est pacifier de façon permanente, c'est la question que vous posez. Comment sécuriser une fois pour toutes ces deux provinces et toutes les autres provinces, parce qu'il y a des tumultes. Dans le Katanga, il y a des tumultes. Je peux citer d'autres points, il y a des tumultes. Ça, je reviens à ce que j'ai dit, c'est la norme. Si la norme est à l'application, si les gens sont conscients qu'ils sont faits pour travailler comme moi je suis fait pour travailler. Et quand j'ai fini mon travail, je rentre à la maison pour me reposer, me préparer aux tâches de demain. Vous voyez? Mais si mon temps est distribué à plusieurs autres choses, je ne crois pas que je serai ce que vous voyez, ce que vous essayez de sentir quand vous êtes en contact avec moi. Donc c'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de militaire, c'est un problème d'homme. Les individus doivent sentir qu'ils sont dans le besoin de la sécurité, ils ont besoin de production, ils ont besoin de la sérénité, ils ont besoin d'être ensemble pour faire le travail. Mais les Belges ont été ici pendant longtemps, les 6 provinces étaient là, moi je suis né en 1946, donc j'ai vécu un peu la sérénité du temps vécu ici. Il y a eu les premiers Safouré qu'on a constaté, c'est immédiatement après l'indépendance, ou peut-être un peu avant l'indépendance, en 58, 59, il y a eu secousse au niveau politique, secousse, véritable secousse. Et après, c'était la guerre de pouvoir. Tout le monde voulait être chef de l'État, voulait être ministre, voulait être sénateur, voulait être ceci et ça. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a quelques individus qui peuvent être ça, c'est bon. Mais si c'est tout le monde qui se bouscule au pointillon, ça perturbe la vie dans le pays. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu guerre au Kivu et dans l'Ituri? Ce n'est pas seulement le problème des minéraux. Vous savez que le pays, depuis la table ronde de Berlin, quand la table ronde de Berlin, quand les Blancs, les nations qui étaient présentes là-bas se sont distribuées l'Afrique sur une carte tracée sur une table. Il a été déclaré que le Congo, notre Congo ici, la République démocratique du Congo aujourd'hui, était un pays de libre commerce et de libre circulation. C'est une phrase que j'ai toujours voulu exploiter, mais il y a très peu, malheureusement, de gouvernants qui exploitent cette phrase-là. Elle est fondamentale. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu n'était pas bête, et il ne peut pas être bête, parce que c'est lui qui a mis tout ce que nous avons en place. Il a placé toutes les richesses du monde ici au Congo, notre pays. Il n'y a pas notre pays qui a autant de richesses qu'ici. Oui. Mais on constate malheureusement un paradoxe que nous, les Congolais, nous sommes assis sur les richesses, mais nous sommes les plus pauvres du monde. Et je n'accepte pas ça, je n'aime pas accepter ça, mais c'est une réalité. Une réalité. Aujourd'hui, je suis à Limete, la ville de Limete. La ville de Limete était une ville propre. Aujourd'hui, Limete est sale. Et nous avons un bourgmestre, Douglas. Je pense qu'il n'arrive pas à faire le travail qu'on lui demande de faire. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui l'administrent ne le reconnaissent pas d'abord et puis ne suivent pas ce qu'il est capable de nous faire entendre. Oui. À Limete, je dois exercer à faire un forage ici, parce que l'eau vient tous les 2, 3, 4 jours, ou pas du tout même, pendant une semaine. Comment je peux vivre avec des enfants et moi-même sans eau? C'est dans la vie de Limete. Je ne suis pas à Kisenso, je ne suis pas à Maluku, je suis vraiment dans la ville qui était vide. Si. Et Limete était habité à l'époque par
d'autres nations que la nôtre. Oui, et ils ont planté de belles maisons ici parce qu'ils voulaient vivre comme chez eux. Maintenant, tout se dégrade. Donc, nous vivons ça au quotidien. Alors, optimiste, je suis optimiste, je suis né optimiste, je suis protestant. Le protestant, il est né pour le travail. Et moi, j'ai travaillé. Et je continue encore un peu à travailler avec beaucoup de règles qui sont dans le temps, plus de repos que le travail. Mais j'aime travailler. Mais il faut travailler dans la sérénité. S'il n'y a pas de sérénité, vous ne pouvez rien récolter de ce que vous faites. Ouais, on a construit, je dis bien construit le Kuluna. Ça, c'est notre construction. J'avais publié un livre en 1990, Les enfants des personnes, avec des propositions pour, pas éradiquer, mais amoindrir ces phénomènes. Tous ces documents n'ont pas été exploités jusqu'à aujourd'hui. C'est normal que nous vivions une situation bizarre. Et les pauvres mamans qui vendent le pain devant la maison, qui sont de temps en temps visitées par ses propres enfants et la tourmenter. J'avais dit déjà à l'époque, si nous ne faisons rien, nous allons devoir nous cacher contre nos propres enfants. Et ce qui est arrivé, il y a des quartiers où circuler après 18 heures, c'est un problème. Ce ne sont pas des adultes qui font des désordres de patin là-bas, ce sont les enfants, nos enfants, nous. Donc, nous devons nous cacher contre nos propres enfants. C'est un problème. Voilà, donc je suis optimiste, mais comme scientifique, il y a toujours d'autres cartésiens. C'est d'autres cartésiens, donc et j'aime constater les choses en les voyant, pas seulement en les sentant. Nous allons voir, ils sont mis à l'épreuve. Le Premier ministre et les ministres sont à l'épreuve. Je n'ai jamais été Premier ministre, mais je travaille avec le Premier ministre Ken Wadondo et le Kulia Bolongo à l'époque. À l'époque, c'était Mobutu qui était chef de l'État, donc j'ai connu l'ordre dans le pays. Puis sont venus les rebelles, je n'ai pas travaillé avec les rebelles, mais ceux qui sont venus après eux, j'ai travaillé avec eux comme conseiller principal du chef de l'État. C'est pas moindre. J'étais ministre de l'Éducation nationale qui est sacralisé maintenant. Ce jour-là, je suis vraiment triste. Mais il faut que ceux qui sont maintenant en poste puissent nettoyer ma tristesse et mes larmes. Vraiment. Oui, que je reprenne ma sérénité comme citoyen de ce monde. Ça, c'est le seul pays que nous avons à propre. Partout, mais de poser la question à celle-là, comment ça va chez toi là-bas? J'étais en Australie, j'ai posé la même question. J'étais au Canada, même question. Aux États-Unis, même question. En Europe où j'ai vécu, même question. Comment ça va chez vous? Ça signifie qu'il me signifiait que je n'étais pas chez eux. Là, chez eux, je n'étais pas chez moi. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer ici. On est bien chez soi. On est bien. Moi, je me sens bien ici. Mais il faut qu'on remette l'eau, il faut remettre le courant, il faut remettre la circulation, les routes. Vraiment. Oui. Et ce n'est pas le chef de l'État qui viendra refaire les routes de mon village, mais il faut donner la charge aux gouverneurs, aux administrateurs du territoire, tous ceux qui ont une charge quelconque dans le premier pouvoir, le pouvoir politique, qui se mettent vraiment au travail. Et il faut mettre les moyens à leur disposition. Donc le pays pourra fonctionner. Professeur, nous vous disons merci de nous accorder ces très grands entretiens. Nous avons profité des conseils. Les gouvernements aussi, à leur part, auront quelque chose parce que vous êtes anciens et chevronnés. Professeur, nous vous disons encore une fois merci. Chers téléspectateurs, nous vous disons aussi merci de nous accorder votre temps à nous suivre. Vous suivrez cette émission sur nos antennes, la chaîne nationale, et sur notre chaîne YouTube KKG TV, que vous suivrez aussi en exclusivité cette émission nous livrée par le professeur Massiala Masolo. Nous vous disons merci. Bye.